Bonsoir à tous, le 19h de Public Sénat, les titres de cette édition. La dernière bataille de Laurent Gbagbo, tout se joue en ce moment même au cœur d'Abidjan, où le président sortant oppose une résistance acharnée aux forces d'Alassane Ouattara. L'ONU craint de graves violations des droits de l'homme, en particulier dans l'ouest du pays. Un Français a été tué ce soir à Yamoussoukro. Ils sont des milliers d'immigrés tunisiens tentés de rejoindre l'Europe via l'Italie. La Commission européenne condamne ce soir les contrôles mis en place par la France à la frontière italienne. Ces contrôles ne sont pas systématiques, réplique ce soir Paris. Va-t-on vers un assouplissement de la règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite? La question est posée après les prises de position du ministre Georges Tron. Un autre ministre l'a recadré rapidement, François Baroin. Enquête dans ce journal. 5 jours. Il aura fallu 5 jours seulement aux forces du président ivoirien élu Alassane Ouattara pour fondre sur Abidjan et contraindre son grand rival Laurent Gbagbo à une résistance désespérée. Ce soir, dans la capitale de la Côte d'Ivoire, la bataille fait rage et se concentre toujours autour de la résidence et du palais présidentiel où la garde prétorienne du président sortant semble défier les balles et les tirs d'artillerie. Toute la journée, Laurent Gbagbo, par la voix de ses porte-paroles, l'a dit et répété, il n'abdiquera pas. Alexandra Colino. Une fumée blanche s'élève au-dessus du palais présidentiel, puis un bruit sourd. Selon plusieurs sources diplomatiques, Laurent Gbagbo est probablement à l'intérieur du bâtiment. Autour, les combattants d'Alassane Ouattara livrent une bataille acharnée contre ses troupes d'élite. Même si depuis Paris, le représentant du président sortant en Europe soutient qu'il n'abdiquera pas, le président Gbagbo n'a nullement l'intention de démissionner. Le régime vit sûrement ces dernières heures. Et je voudrais réitérer ici le souhait d'un cessez-le-feu entre les deux parties. Hier soir, sur l'antenne de la télévision ivoirienne, on pouvait encore voir des images de Laurent Gbagbo détendu et souriant. Mais ni la date ni le lieu du tournage n'étaient précisés. Depuis, les forces de son rival disent avoir pris le siège de la télévision d'État, symbole du régime. Le président sortant ne s'est d'ailleurs pas exprimé publiquement depuis plusieurs semaines. Son discours à la nation maintes fois annoncé n'est jamais arrivé. Les habitants, quant à eux, restent cloîtrés. 150 ressortissants français et 350 autres étrangers sont accueillis depuis jeudi soir sur le camp des forces françaises à Abidjan. Les frontières fermées depuis hier viennent d'être réouvertes. Alors ce soir, des sources françaises confirment que Laurent Gbagbo serait toujours dans son palais présidentiel au centre de la capitale. Ce soir, Alassane Ouattara a demandé la réouverture immédiate des frontières aériennes du pays, mais maintient fermées les frontières terrestres jusqu'à nouvel ordre. La situation ivoirienne préoccupe bien sûr les autorités françaises, compte tenu de la forte présence de nos ressortissants sur place. En ce moment même, Nicolas Sarkozy réunit sur ce dossier le Premier ministre François Fillon, Gérard Longuet, le ministre de la Défense, et Alain Juppé, son homologue aux Affaires étrangères. Nous sommes en direct au téléphone d'Abidjan avec André Kamaté. Vous présidez, Monsieur Kamaté, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Comment avez-vous vécu aujourd'hui cette journée de bataille à Abidjan? Où vous vous trouvez? Oui, merci, monsieur. Je voulais dire... Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, Monsieur Kamaté, comment avez-vous vécu cette journée très particulière aujourd'hui à Abidjan? Il faut dire que c'est vraiment tendu. Je voudrais, avant d'évoquer ce que j'ai vécu aujourd'hui, dire ce que j'ai vécu hier soir. Oui. Parce que hier soir, aux environs de 20h30, 21h, heure locale, donc c'est-à-dire heure GMT, nous avions dans le quartier où j'habite entendu donc des tirs, en tout cas très nourris, à la mitraillette, mais également à l'arme lourde. Et ces tirs ont continué jusqu'au petit matin et jusqu'à midi. C'était des tirs vraiment nourris, il y avait toutes sortes donc d'armes utilisées. Et aujourd'hui, aux environs de 15h, 16h, jusqu'à maintenant où je vous parle, les tirs sont quelque peu espacés. Monsieur Kamaté, donc, vous êtes resté... J'habite le quartier des Cocody. Oui. Donc c'est un quartier où nous avions des institutions donc très importantes, notamment la résidence du chef de l'État, la maison de la télévision, et depuis donc hier il y a des tirs. Les populations sont donc enfermées, tirées chez elles. Personne n'a mis encore le pied dehors.
j'évite moi-même jusqu'à présent des sorties, quoique les tirs soient espacés, mais il y a quand même des tirs sporadiques et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Monsieur Kamaté, l'ONU craint ce soir de graves violations des droits de l'homme dans le pays. Est-ce que vous partagez cette crainte ce soir? Bien sûr, bien sûr. Vous savez que la guerre est synonyme de violation des droits de l'homme. Partout où il y a guerre, il y a toujours violation des droits de l'homme. Surtout que les soldats en face, s'ils ne font pas l'effort de respecter les règles de base du droit de la guerre, c'est-à-dire par exemple ne pas s'en prendre aux personnes qui sont désarmées, hein? Ne pas s'en prendre aux personnes qui sont désarmées. Vous avez envie ce soir, ça sera ma dernière question. Et puis bon, avec la généralisation donc des fronts, j'ai pu entendre par exemple certaines personnes dire que les militaires, bon ça c'est pas nouveau, hein, entraient dans les maisons pour extraire des personnes, les exécuter. Et depuis la semaine dernière aussi, le début donc de cette crise avec l'intervention des forces républicaines, elles aussi, elles ne sont pas exemptes de reproches. Donc l'ONU a bien raison de craindre une généralisation, une aggravation des violations des droits de l'homme. Monsieur Kamaté, est-ce que vous avez hâte ce soir d'en finir, c'est-à-dire que Laurent Gbagbo quitte le pays? Bon, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que la crise prenne fin immédiatement et que les populations civiles qui, en général, ne demandent qu'à vivre pacifiquement, puissent vaquer à leurs occupations. Parce qu'aujourd'hui, tout ce monde qui est terré, quand j'essaie de sonder ce qui se passe sur le terrain de la ville d'Abidjan, c'est presque toutes les communes. Les tirs sont partout. Donc les populations sont les victimes premières. C'est elles qui payent le lourd tribut. Donc mon souhait, c'est que la crise prenne le plus rapidement fin. Maintenant, comment? C'est aux politiciens de régler cela. Merci beaucoup André Kamaté d'avoir été avec nous ce soir en direct d'Abidjan. Bonsoir Antoine Glaser. Bonsoir. Spécialiste de l'Afrique, faut-il le rappeler. On est très surpris ce soir de l'accélération des événements au cours de ces 5 derniers jours, à propos de l'offensive d'Alassane Ouattara. Comment vous expliquez cela, cette accélération des choses? Je pense que c'est une préparation. C'est-à-dire quand tout le monde est en train de regarder ce qui se passait en Libye, c'est bien évident que tout ça a été extrêmement orchestré, extrêmement préparé. C'est possible qu'il y ait quand même des forces voisines, notamment le puissant Nigeria, qui se proposait d'intervenir directement en Côte d'Ivoire au titre de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qu'ils aient aidé. En tout cas, tout ça est très organisé. On se trouve avec des ex-rebelles, maintenant forces républicaines, avec une partie de l'armée, je pense que c'est très important, qui a basculé en faveur d'Alassane Ouattara, alors qu'ils étaient restés avec le camp de Laurent Gbagbo, le président sortant. C'est vrai que on les a vus arriver comme à la parade, c'est absolument incroyable, alors que souvent ces ex-rebelles, il y avait des problèmes entre eux, et là, tout depuis l'ouest, depuis Douékoué jusqu'à Bondoukou, les types descendent sans problème, on leur dit, voilà, il faut prendre le port de San Pedro, c'est la sortie du cacao, ils enserrent complètement Abidjan, je veux dire, super équipés, les types en super forme, je veux dire, alors qu'il y a un mois et demi, on nous disait qu'ils étaient empêchés de descendre à tel Comment vous expliquez cette organisation, cette logistique mise en œuvre? Je pense que la première chose, c'est vrai que le fait que l'armée se soit effondrée, je pense que les types devaient penser qu'ils avaient peut-être pu être payés. Comme par hasard, leur propre chef d'état-major, le général Philippe Mangou, il se réfugiait à l'ambassade d'Afrique du Sud, sans doute avec toutes les positions de ses militaires et de son armée. Vous voyez, tout ça, c'est orchestré. À mon avis, à un moment donné, la décision, ça a été vraiment de dire à Alassane Ouattara, il faut qu'on, c'est pas à l'extérieur, il faut que ça soit vous qui fassiez le boulot avec vos forces républicaines. Antoine Glaser, on l'apprend à l'instant, Paris demande à Laurent Gbagbo de partir immédiatement. Comment vous expliquez cette résistance véritablement acharnée de Laurent Gbagbo dans son palais présidentiel, dans sa résidence? Parce qu'il est au-delà du bien et du mal. C'est un type qui a toujours été un combattant, le type qui était le seul opposant historique au président Houphouët-Boigny. Rappelez-vous comment il résistait à Jacques Chirac au sommet de Kléber-Marcoussis qu'il traitait comme un sous-préfet. Il est rentré chez lui, il y a eu une flambée nationaliste dans son pays. Il se présente comme l'homme qui dit non à la France, même si au niveau du business, il a toujours fait très attention au BNB
Libye, Bolloré Bouygues, de ne pas toucher aux intérêts, au business français, mais il se présentait comme un grand panafricain indépendant. Et récemment, il disait à des jeunes Africains, je suis prêt à me sacrifier pour l'Afrique, etc. Il est dans un spring poético-mystique avec, c'est vrai que sa femme, qui sont quand même, font des prières et qui lui a fait croire qu'il était là quasiment là de droit divin. Cela dit, il a joué toutes ses cartes, Gbagbo. Mais il a joué toutes ses cartes, et puis l'histoire du bon prince et des mauvais courtisans, il a joué toutes ses cartes, il est resté 5 ans de plus au pouvoir, il aurait pu sortir comme un grand démocrate si il avait abandonné le pouvoir en novembre, quitte à revenir plus tard. Et là, c'est vrai qu'il se bunkérise, et je pense qu'il est bunkérisé dans sa tête aussi. Et sinon, je le vois mal acceptant un exil en Afrique du Sud ou au Bénin, peut-être. Il y aurait des pays qui seraient susceptibles de l'accueillir? Oui, il y a l'Afrique du Sud, c'est déjà proposé, le Bénin, parce que souvent, Simone Gbagbo allait au Bénin, ils sont très bien avec le président Boni Yayi du Bénin. Mais le problème, c'est que pourquoi est-ce que depuis 48 heures, il ne parle pas? Pourquoi lui qui, en 2000, quand il est arrivé au pouvoir, il disait lui-même, une élection calamiteuse, et pourquoi est-ce qu'il ne fait pas appel à la population, puisqu'il a tous ces milliers de patriotes qui devaient être enrôlés le 31 mars dans l'armée, sauf qu'il n'y a plus d'armée. Mais je veux dire, plus d'armée, il n'y a plus qu'une garde prétorienne à Abidjan. Alors, un autre destin, celui bien sûr d'Alassane Ouattara. Il n'était pas en position de force le 28 novembre, la date de son élection. Qu'est-ce qui a infléchi ce destin? Est-ce que c'est le soutien de la communauté internationale ou simplement une patience extraordinaire? Je pense surtout qu'il a compris stratégiquement, parce que quand même, vous savez, je dis pas que c'est le Strauss-Kahn ivoirien, mais je veux dire, c'est quand même un type du FMI, du Fonds monétaire international, très policé, qui veut pas arriver au pouvoir dans un bain de sang. Et dans un premier temps, il a quand même fait appel aux gens à l'extérieur. Il voulait que ce soit les Nigérians, l'Union africaine qui l'appuient, qui viennent régler le problème à sa place. Puis un jour, il a compris que c'était pas possible. On a dû lui faire comprendre à l'extérieur en disant, on va vous aider, monsieur Alassane Ouattara, mais c'est à vous, avec vos forces, de prendre le pouvoir. Merci Antoine Glaser de vos analyses et vos éclairages. Toujours à l'étranger, toujours des combats en Libye, autour du site pétrolier de Brega, dans l'est du pays. Les insurgés se disent maintenant prêts à un cessez-le-feu, à la condition d'un retrait des forces pro-Kadhafi. Sur le terrain diplomatique, après le départ pour Londres du ministre des Affaires étrangères libyen, Moussa Koussa, c'est un proche conseiller du clan Kadhafi qui est reparti de la capitale britannique, porteur d'un message dit fort destiné au colonel Kadhafi. L'une des conséquences des événements libyens, c'est l'exode de milliers de personnes, près de 400 000 depuis le début des événements sur place. Des migrations qui s'ajoutent à d'autres dans cette région du monde, à destination de l'Europe. Point de passage obligé, l'île de Lampedusa au large de la Tunisie. Margot Brio. 20 petits kilomètres carrés, synonyme d'espoir pour les réfugiés. Lampedusa, ou le symbole du casse-tête migratoire posé à l'Europe. En moins de 3 mois, 20 000 Tunisiens ont débarqué en Italie, avec pour seul horizon un centre d'accueil aux conditions d'hygiène déplorables. Silvio Berlusconi avait promis avant la fin de la semaine de vider l'île. Problème, personne ne veut les accueillir. Le chef d'État italien dénonce le manque de solidarité européenne et pointe du doigt la France. La France qui intensifie ses contrôles de police et renvoie systématiquement les clandestins vers l'Italie. Contraire aux règles de l'espace Schengen pour la Commission européenne. L'espace de libre circulation ne connaît pas de frontières intérieures. Nulle part où aller, les réfugiés tunisiens repartiront donc peut-être chez eux. Silvio Berlusconi le souhaite, il se rendra lundi à Tunis pour tenter de trouver une solution à l'afflux de migrants. 11 morts, dont 8 employés étrangers de l'ONU tués aujourd'hui lors de l'attaque du siège des Nations Unies à Mazar-Sharif, une ville du nord de l'Afghanistan. Les manifestants protestaient contre le récent autodafé d'un Coran aux États-Unis. Des morts aussi en Syrie, cette fois, 4 personnes tuées et des dizaines de blessés par balles lors de manifestations à Douma, au nord de Damas. Les manifestations ont eu lieu après la grande prière dans cette région à forte majorité kurde. Les manifestants appellent à accélérer les réformes dans ce pays. La hausse du prix du gaz de ce 1er avril, une hausse de 5,2%, pourrait bien être la dernière avant 2012. Le gouvernement pourrait décider de geler toute nouvelle augmentation du gaz d'ici l'élection présidentielle de l'an prochain. Une réunion est actuellement en cours sur ce sujet autour de Christine Lagarde et Éric Besson. Autre sujet sensible, l'un des symboles de la ligne gouvernementale en matière de maîtrise des déficits publics. Alors,
quand un ministre, celui de la fonction publique, Georges Tron, met en cause l'idée de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, ça fait des vagues, y compris dans la majorité. Thomas Raguet. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite se poursuivra bien jusqu'en 2013. Hier, Georges Tron lançait un pavé dans la mare en annonçant, sans concertation, la fin du dispositif dès l'année prochaine. Une annonce très vite recadrée par son ministre de tutelle. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non. Nous avons un processus de révision générale de politique publique. Un cafouillage qui semble avoir relancé le débat sur ce sujet sensible à 1 an de la présidentielle. 100 000 postes auraient été supprimés depuis sa mise en place en 2009. Autant seraient concernés d'ici 2013. On voit bien que cette politique, finalement, elle a été très préjudiciable à la qualité du service pour les usagers. Si les syndicats dénoncent un système arbitraire et systématique, certaines voix à droite proposent de remettre à plat l'ensemble de la fonction publique française. On peut s'interroger sur une autre méthode qui consisterait à être moins strict dans des secteurs où l'on a vraiment besoin de la présence de l'État. Je pense notamment au secteur relevant de l'autorité, c'est-à-dire sécurité, justice, et s'interroger sur les manières de rendre des services dans d'autres domaines qui pourraient être faits par le privé. Selon le gouvernement, la priorité est à la réduction des dépenses publiques. Le système prévoirait d'économiser près de 170 milliards d'euros d'ici 60 ans. Alors sur ce sujet, nous avons demandé à nos amis internautes de notre partenaire le nouvelobs.com, faut-il revenir sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite? Vous le voyez sur ce diagramme, vous avez répondu oui à 77%, une très forte majorité sur ce dossier. Beaucoup n'y seront pas mardi au débat sur la laïcité voulu par l'UMP, absence remarquée, vous le savez, celle de François Fillon, le Premier ministre, ou encore de Gérard Larcher, le président du Sénat. Au total, une dizaine de ministres, dont Claude Guéant, chargé des cultes, participeront à ce débat très controversé et qui, ces derniers jours, a enflammé la classe politique. Nous recevons ce soir sur notre plateau nos chroniqueurs habituels de ce vendredi. Delphine Girard, nous parlerons de l'actualité sénatoriale dans un instant. Stéphane Rosès, bonsoir. On va parler de cette laïcité, le fameux débat sur le débat. Il a eu lieu toute la semaine dernière, toute cette semaine. On le disait, il a enflammé la classe politique. Et finalement, on n'y comprend presque plus rien. Quels sont les termes de ce débat qui a été voulu et qui est posé par l'UMP aujourd'hui ? Oui, il a été posé et voulu par Nicolas Sarkozy au départ autour d'une problématique liée laïcité, islam. Et peu à peu, au sein de la majorité, il y a eu une levée de boucliers, à la fois pour des raisons de principe, la peur de stigmatiser l'islam, d'autant que, annoncé par Jean-François Copé, c'était présenté comme le fait que la laïcité c'était des glissières et qu'il fallait éviter les excès de la pratique, de certains types de pratiques musulmanes. Et donc la peur de la stigmatisation a fait que tout de suite ça a posé débat. Et finalement, sous la pression de François Fillon, de la plupart des ténors de la majorité, vous l'avez dit, ce débat s'est restreint à la seule question de la laïcité. Alors, il y a à la fois des raisons de valeur. L'idée de lorgner vers des thématiques du Front National ne faisait pas plaisir. Et à l'issue des cantonales, il y a eu l'idée que non seulement au plan des valeurs, ça posait problème, les différentes religions se sont exprimées contre ce débat, mais qu'en plus de ça, ça favorisait le Front National. On l'avait vu dans les intentions de vote, on l'a vu lors des élections cantonales. Et donc, du coup, il y aura très peu de personnes lors de ce débat qui aura finalement rétréci au lavage. N'y a-t-il par-dessus tout, derrière tout cela, derrière le rideau, finalement une certaine cohérence dans la perspective, bien sûr, des élections présidentielles de 2012? Alors, il y a très certainement une ligne de conduite, des questions idéologiques dans le discours de Grenoble, faisant le lien entre immigration et insécurité, au lien fait islam, laïcité. Il y a la volonté de déplacer le débat des questions économiques et sociales qui favorisent à gauche, aux questions culturelles et identitaires, dont à l'Élysée, on pense aujourd'hui que même si ça fait le jeu du Front National, ça permettra
Nicolas Sarkozy d'être néanmoins au second tour parce que l'Élysée croit déceler chez la gauche un manque de clarté sur les questions de république et laïcité, une gauche qui a toujours mis en avant le droit à la différence face au racisme, et donc l'idée que le candidat soutenu par le Parti socialiste se fracassera à cette question, s'éloignera des catégories populaires et donc ne sera pas au second tour de la présidentielle. Merci beaucoup Stéphane Rosès de vos éclairages. Je vous rappelle que vous pourrez suivre l'intégralité de ce fameux débat sur la laïcité mardi à partir de 16h sur les chaînes parlementaires. Les poisons d'avril, la dernière idée du Parti communiste pour dénoncer la banalisation du Front National dans l'opinion. Des poissons pleins d'arêtes à tête de Nicolas Sarkozy ou de Marine Le Pen. Une nouvelle idée de communication du Parti communiste à découvrir, si vous le voulez, sur Internet. La page des cantonales à peine tournée, eh bien c'est celle des élections sénatoriales qui s'ouvrent. Bonsoir Delphine Girard. Bonsoir Pierre-Henri. Alors les cantonales marquées, vous le savez, par une poussée de la gauche. Il y aura donc plus de conseillers généraux de cette couleur, donc peut-être plus de grands électeurs appelés à voter pour les sénateurs. Est-ce que tout cela, finalement, au bout du bout, aura une influence directe sur le scrutin sénatorial, Delphine? Alors j'ai envie de vous dire, d'un point de vue mathématique, non Pierre-Henri, car il faut bien avoir à l'esprit que la composition du corps électoral des grands électeurs, eh bien c'est 95% de conseillers municipaux. Dès mardi, Gérard Larcher, président du Sénat, dans un entretien au journal La Croix, rappelait que depuis 2008, les municipales de 2008, le corps électoral des grands électeurs était fixé et donc il espérait que la majorité conserve le Sénat, donc au sénatorial de septembre 2011. Alors on le sent bien, la gauche a devant elle une occasion historique pour prendre la main sur la Haute Assemblée. On sent bien également qu'elle s'y prépare. Oui, bien sûr. Dès jeudi, alors c'était un peu la réplique des socialistes à cet entretien de Gérard Larcher au journal La Croix. Les socialistes du Sénat organisaient un point presse. Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste ici au Sénat, estime que la gauche actuellement détient 60% des départements, la quasi-totalité des régions. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus pour être majoritaire dans cette Assemblée? Il n'y a pas de fatalité à ce que le Sénat soit dévolu pour l'éternité à droite, a expliqué donc Jean-Pierre Bel. Alors les projections du groupe socialiste font état à peu près de 20 sièges. La gauche a donc besoin de 20 sièges pour gagner les sénatoriales de septembre. La bascule à gauche des départements comme les Pyrénées-Atlantiques ou le Jura, départements qui sont concernés par le renouvellement de septembre, est également de bon augure. Ce qui est également intéressant et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les maires des petites communes qui sont traditionnellement des terres conservatrices, eh bien il y a là une évolution sociologique. Ce sont davantage d'anciens instituteurs ou des retraités de la fonction publique qui ont une sensibilité davantage à gauche et qui pourraient donc faire basculer le Sénat. Alors si Gérard Larcher s'est dit serein, Jean-Pierre Bel a lui expliqué qu'il était confiant. Alors de là à dire que le Sénat sera le nouveau cauchemar de Nicolas Sarkozy, comme le titrait récemment l'hebdomadaire Le Point, il n'y a qu'un pas, mais attention quand même à ne pas brûler des étapes. Mais dites-moi Delphine Girard, on ne connaît toujours pas les dates de cette élection sénatoriale? Non, normalement, elles interviennent le 3e ou 4e week-end de septembre. Cette année, ce sera donc le 18 ou le 25 septembre, mais le ministère de l'Intérieur n'a pas encore publié le décret officiel de convocation des grands électeurs. Mais dès qu'il sera apparu, on vous le fera bien entendu savoir. Merci beaucoup Delphine Girard. Alors si vous êtes cinéphile vous-même ou vous-même Stéphane, eh bien vous ne manquerez pas ce film, l'un des plus attendus de l'année. Personnalité principale, Denis Podalides, alias Nicolas Sarkozy dans La Conquête, qui relate l'ascension vers l'Élysée du candidat. Regardez ces images, elles sont parfois troublantes. Vous voulez la place de Chirac, mais moi aussi je la veux. Ne sous-estimez pas Nicolas, il faut faire attention à lui. Je vais le niquer ce grand con. Il m'a trahi une fois. Il n'hésitera pas à vous trahir une deuxième fois. Là, où est-ce qu'il est tiré, Henri? Tu vois la pique qui chante en bas, en train de marcher sur mes plates-bandes. Je suis revenu pour t'emmener au sommet, c'était mon devoir. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi. Tu vas être président. Tu te rends compte de ce que tu me fais? T'es venu comme des Sarko-boys froids, distants. Tu pars pas comme ça sur un coup de tête. Je pars pas sur un coup de tête. Je pars sur un coup de cœur. Un mec qui peut pas garder sa femme, comment veux-tu qu'il puisse garder la France? Ton pire ennemi, c'est toi-même. Cécilia, où es-tu? Il est fou. Il va exploser en vol. Et quand il va dévisser, il va partir en torche.
Voilà, La Conquête, un film signé Xavier Duringer, sorti en salle le 11 mai, un an tout juste avant une autre élection où l'on retrouvera peut-être les mêmes acteurs. Je vous rappelle bien sûr la principale information de cette soirée, c'est cette bataille qui fait toujours rage à Abidjan autour de la résidence et du palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, dont l'Elysée demande ce soir le départ immédiat du pays. C'est la fin de cette édition. À suivre le magazine Entre les lignes chez nos confrères et amis d'LCP Assemblée nationale. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Merci. Depuis 2003, l'invasion américaine, le terrorisme islamiste, la guerre civile entre chiites et sunnites se sont succédés sans répit pour la population. Comment vit-on aujourd'hui en Irak? De quoi est faite la vie quotidienne entre les attentats et les murs qui séparent les différents quartiers? Le journaliste Dominique Hennequin a retrouvé 4 personnes qu'il avait filmées à différentes époques, avant et après la chute de Saddam Hussein. Ce changement brutal en Irak a été une catastrophe. Maintenant, tu ne connais plus l'ennemi et tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Irak, la paix ou le chaos. Demain à 22 h sur Public Sénat. Il vient d'où ton agneau de lait là, Alexandre? L'agneau de lait vient des Alpes du Sud, Pays Basque. Il a quel prix en ce moment? Il est à 12,90. Mathieu est en train de réaliser une tourte d'anguille fumée. Tourte d'anguille fumée. Ah, j'adore. J'adore parce que, bon, d'abord, j'aime la cuisine. Et puis, je trouve que c'est fantastique parce qu'on voit des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui constamment évoluent et puis qui vont satisfaire le goût des clients. Ils vont rendre heureux ceux qui vont venir dans le restaurant aujourd'hui, à midi ou ce soir. Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Salade pommes de terre sous foie. Voilà, dont on m'a parlé tout à l'heure. Parfait. Superbe ça. Le président de la République a souhaité faire inscrire l'art culinaire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le patrimoine immatériel, eh bien, on peut parler de rites et de coutumes, comme par exemple le théâtre japonais, certaines danses, certains chants, voilà. Et la cuisine française a rejoint toutes ces pratiques et rites. Vous avez pas reçu mon message? Si, je peux répondre. Vous n'avez pas intérêt à la défleurer là complètement la couverture et puis de prendre vraiment que le cœur de noix là? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Cette reconnaissance UNESCO est un dossier qui a mobilisé l'ensemble des acteurs du secteur agricole. On dit de la fourche à la fourchette, donc tous les acteurs depuis l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, les chefs bien entendu. Le classement au patrimoine est important, je pense, pour un chef et surtout pour ce que représente le repas des Français. C'est un peuple qui s'assoit autour d'une table pour manger. En Allemagne, on s'assoit autour d'une table pour jouer aux cartes et après on mange. Donc c'est vraiment quelque chose de typiquement français. Je peux les prendre? Je sais pas, tout à l'heure tu m'as dit... Ce qui est extraordinaire dans cette cuisine, c'est qu'on s'aperçoit que le terroir parisien existe. Il y a des produits, alors parisiens au sens un peu large du terme, francilien. Il y a des vrais produits, et même beaucoup, issus du terroir francilien. Je suis très contente d'être chez vous. C'est exceptionnel ça. Mais voilà, alors là, les métiers d'art font partie du patrimoine français. Économiquement, évidemment, c'est très important pour la France parce qu'ils représentent beaucoup de métiers, beaucoup d'emplois. J'ai fait un certain nombre de propositions au Premier ministre, un crédit d'impôt métier d'art que je viens de faire voter. Il a été d'ailleurs voté à l'unanimité de l'ensemble des groupes du Sénat, ce qui est très important, puis par l'Assemblée nationale. Également des
des mesures pour la formation, une campagne d'information pour les jeunes de notre pays, de façon à ce qu'ils se rendent compte que ce sont des métiers porteurs d'avenir, de nouvelles carrières pour eux. Tiens, pour pas perdre de temps, oui. Préparer un petit pour notre déjeuner de tout à l'heure. Oui, d'accord. Je travaille sur des sujets qui sont donc ceux de Paris, liés aux problématiques de Paris, le tourisme, les métiers d'art, la gastronomie. Il y a un certain nombre de chantiers sur lesquels nous devons travailler et l'éducation au goût en est un. Et c'est vrai que c'est un challenge important pour les années à venir, former les jeunes générations au goût. L'information politique et parlementaire en temps réel, c'est sur l'application iPhone de Public Sénat. Informer, expliquer et partager pour être à la pointe de l'actualité politique. J'ai choisi de dire précisément quelle était ma vision, quelles étaient mes convictions, et à la limite, ceux qui étaient convaincus, tant mieux, ceux qui ne l'étaient pas, tant pis. Aujourd'hui, certains de ses adversaires la jugent plus fréquentable que son père, d'autres l'estiment plus dure. Mais qu'en pense Marine Le Pen? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, celle à qui les sondages prédisent un joli score en 2012, nous l'avons fait réagir à toute une série d'images et d'analyses. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat.